À la une de l'actualité, le procureur général près la Cour constitutionnelle invite les sénateurs Augustin Matata Ponyo à comparaître dans son cabinet ce mercredi 12 juillet. L'ancien Premier ministre est poursuivi par la justice au sujet du parc agro-industriel de Boukangalonzo. Arrestation et libération fantaisiste, le procureur général près la Cour de cassation annonce l'instauration de numéros verts pour dénoncer les cas de mauvais comportements de tout magistrat véreux. Ouverture ce mardi du sommet de l'OTAN à Véluis. Déjà, Moscou dénonce les forts caractères anti-russes. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé 50. De nouvelles mesures sont prises pour guider l'action du parquet civil, notamment en ce qui concerne les arrestations et libérations fantaisistes. Le procureur général près la Cour de cassation a instruit les magistrats de son office. Suivez. Désormais, le rôle du ministère public, mais ça sera désormais patent. Cette réunion faisant suite à l'inspection du procureur général près de la Cour de cassation, mardi 4 juillet dernier, au commissariat provincial de la police, ville de Kinshasa, a eu pour point de mire le rappel des principes fondamentaux en charge des procureurs généraux, procureurs de la République, chefs des parquets près des tribunaux de paix et magistrats du parquet général près de la Cour de cassation. Aujourd'hui, le procureur général nous a réunis pour dire, que celui, en tant que chef de parquet, le numéro 1 de tous les magistrats du parquet, est celui qui a ordonné que ces gens soient traduits en flagrance. Le procureur général près de la Cour de cassation, Firmin Mbonde Mambou, a en outre annoncé une série de mesures qui devra désormais guider l'action du parquet civil, accusé à tort d'être à la base de la libération des repris de justice. Le procureur général est revenu à cette bonne pratique qui est une exigence, en demandant aux procureurs généraux, et eux à leur tour ils vont transmettre ces instructions au procureur de la République et au chef de parquet, de faire le rapport des faits saillants. Et il a ajouté que dans chaque parquet général, il va déléguer un magistrat de son office, c'est-à-dire qu'un magistrat du parquet général près la Cour de cassation. Appelés à dire le bon droit pour une justice sociale basée sur l'équité, les magistrats du parquet civil ont promis de respecter les mesures édictées. Dans l'actualité également, le sénateur Matata Ponyo est invité devant l'officier du ministère public près la Cour constitutionnelle mercredi 12 juillet au cabinet de l'officier à Kinshasa. L'ancien Premier ministre sera entendu sur des faits infractionnels lui imputés notamment sur les parcs agro-industriels de Boukangalonzo. En réaction, il dénonce une procédure visant à l'éliminer de la course à la présidentielle de décembre 2023. Ses avocats préparent un point de presse ce mercredi pour élucider toutes les questions. Encore une autre violation au principe de l'état de droit dans le dossier Boukangalonzo opposant le ministère public au sénateur Matata Ponyo dénonce les militants et cadres du parti politique LGD, parti du sénateur Matata. Pour eux, Matata Ponyo a déjà récusé le procureur général près la Cour constitutionnelle. Par quelle magie peut-il inviter Matata Ponyo pour qu'il vienne à son office quand on sait que la Cour constitutionnelle s'était déjà déclarée incompétente dans son arrêt RP 001 du 15 décembre 2022? Est-ce de l'acharnement? Pour certains observateurs, c'est affirmatif. La tête de Matata dérangerait. Il faut s'en débarrasser coûte que coûte avant les joutes électorales de décembre prochain. D'ailleurs, dans un point de presse organisé récemment, Matata Ponyo a dénoncé l'utilisation de la justice par le pouvoir en place pour l'éliminer de la course à la présidentielle prévue à la fin de l'année. Après avoir stratégiquement mis à l'écart l'Assemblée plénière, l'organe habilité sur la question afin d'élever ses immunités. Pour certains analystes politiques, la République démocratique du Congo, sous Matata Ponyo de 2012 à 2016, a connu une envolée stratosphérique économique. Voilà les bilans qui généraient le pouvoir en place et ferait tout pour éliminer Matata Ponyo, qui lui a un bilan à présenter devant le peuple congolais.
Lors du briefing hebdomadaire de ce lundi, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, s'est fait accompagner du vice-premier ministre de l'Intérieur et du vice-ministre de la Santé, au-delà de démentir l'information sur les réseaux sociaux des trafics d'organes, comme les commissaires provinciaux de la police. Avant eux, ces membres du gouvernement ont annoncé pour très bientôt d'annoncer des mesures plus costauds pour contrer les kidnappeurs. Peter Kazadi a évoqué par exemple l'affichage des photos des conducteurs dans leurs différents taxis pour que les clients soient plus à l'aise. Nous sommes en train d'élaborer ces mesures-là. Elles vont être annoncées. Par exemple, il faut qu'on parvienne à identifier les chauffeurs de chaque véhicule qui va afficher sa photo sur son véhicule, de sorte à coïncider la photo du conducteur bien identifié avec le conducteur qui est au volant. Nous sommes en train d'élaborer ça au moment opportun. On va annoncer officiellement. Je pense que ça va aussi jouer contre les phénomènes kidnapping. Par rapport au phénomène Kuluna, nous avons un travail que nous faisons aujourd'hui. Essayer avec des associations de sensibiliser ces jeunes gens qui sont en train de commettre des forfaits, mais également se saisir de ceux qui sont têtus, qui ne veulent pas abandonner ces pratiques condamnables. Une transplantation d'organes ou un trafic d'organes demande une infrastructure. Non seulement qu'il faut avoir l'infrastructure, il faut avoir des gens expérimentés. Des gens expérimentés pour prélever les organes, mais aussi des conditions de conservation et de transport. Et ensuite, il faut savoir que ces organes qui sont prélevés ont une demi-vie qui est très, très limitée. Pour retirer un organe, ce sont des chirurgiens et des équipes entraînées, et ça ne prend pas moins de 12 heures. C'est pour ça que je dis quand les gens parlent des choses dans les réseaux sociaux, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Je voudrais ici rassurer les gens, c'est une technologie très poussée. Soyez rassurés quant à ce, nous n'avons ni l'expertise, ni le plateau technique pour arriver à faire ces transplantations aujourd'hui. La Commission électorale nationale indépendante n'a pas accédé à la demande de l'opposition relative à l'audit du fichier électoral, une décision qui, visiblement, n'est pas à la bienvenue du côté de l'opposition qui a décidé de monter au créneau dès ce mercredi 12 juillet pour dénoncer les irrégularités. Détail avec 10-15 Kabouya. Plusieurs réactions fusent de partout après la décision de la centrale électorale de ne pas adhérer à la requête de l'opposition sur un nouvel audit du fichier électoral. C'est le cas du leader de la coalition Lamouka, Martin Fayoulou, qui précise dans son tweet, je cite, « Messieurs Kadima, l'assemblée plénière de la CENI et leurs commanditaires pensent que les Congolais sont des moutons, des panurges qui vont les aider à matérialiser une fraude électorale en RDC. Ils ont tout faux. Je m'exprimerai devant la presse ce mercredi 12 juillet pour fixer l'opinion publique. » Fin des citations. Les candidats à l'élection présidentielle de décembre 2023 s'étaient retirés, lui et son parti, Engagement pour la citoyenneté et le développement du processus électoral, dénonçant ainsi un fichier électoral corrompu. Pour le parti Leadership et Gouvernance pour le développement LGD de Matata Ponyo, qui n'a pas tardé à réagir par les canaux de son secrétaire général Franklin Chamala. La CENI jouerait le jeu du pouvoir afin de pousser l'opposition à se retirer du processus électoral en cours. Les organisations de la société civile recommandent à la Commission électorale nationale indépendante de prendre en compte les revendications avancées par l'opposition pour plus de crédibilité et de transparence des élections. À travers un communiqué rendu public lundi, la plénière de la CENI dit trouver ainsi illogique d'entreprendre un autre audit externe du fichier électoral sans une justification solide. Et puis, cette bonne nouvelle pour les forces armées de la République démocratique du Congo, elles viennent de bénéficier d'une somme de $100 000 de la part du caucus des élus de l'Ituri. La cagnotte a été remise au gouverneur militaire de cette province. Suivez. C'est un soutien de plus et un réconfort moral aux forces armées de la République démocratique du Congo engagées au front dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu contre les groupes armés locaux et étrangers dans l'est de la RDC, dans l'optique de rétablir la paix dans cette partie du pays. Le représentant du peuple, soucieux d'accompagner les FARDC jusqu'à la victoire finale contre les forces négatives, ont remis officiellement une somme de $100 000 au gouverneur militaire et commandant
des opérations en Ituri. Nous étions aussi mandatés par l'Assemblée nationale pour venir déposer la contribution de l'Assemblée nationale à l'ordre de $100 000 pour soutenir les militaires qui sont en train de se battre contre les groupes armés locaux et les groupes armés étrangers, les ADF. Cette dotation, qui s'inscrit dans le cadre de la mobilisation générale lancée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, est saluée par le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny. Nous avons eu $100 000 du Parlement. Et les $100 000, dont une partie sera remise au commandant région pour l'achat des vivres de nos militaires qui sont dans les opérations. Et vraiment, nous tenons à remercier le président Mbosso. Vraiment, merci de tout cœur et vraiment, il va voir le travail que nos hommes sont en train de faire sur terrain. Par ailleurs, le député Claude Draza se félicite de l'amélioration de la situation sécuritaire et de l'élan du développement enregistré sous le tas de siège. Parlons à présent de cette rumeur qui a alimenté les réseaux sociaux hier, prétextant qu'il n'y aurait aucune activité dans les locaux de Suprême Mobile depuis son inauguration par le président de la République. Le ministre des Transports s'est rendu sur place et a démenti cette première information. Contrairement aux rumeurs sur les réseaux sociaux, il y a bel et bien du travail à Suprême Automobile. Pour s'en rendre compte, le ministre des Transports et Voies de Communication a effectué une visite surprise dans les installations de l'entreprise à la 2e rue Limité industrielle. Accompagné du chairman Harish Jaktani, le constat du ministre est encourageant. Ici, dans la salle de production, les ajusteurs travaillent dans l'assemblage des structures. Marc Ekila teste lui-même ce bus Transco en plein montage. De la cabine, test de fuite d'eau où il monte à bord, au magasin de stockage des pièces de réchange, en passant par la salle des peintures, le service check qualité ou service de nettoyage. Le personnel administratif, technique et ouvrier est bel et bien présent. Marc Ekila a été briefé sur chaque étape durant sa visite guidée. Le rythme de travail est dans une bonne évolution et les ouvriers formés s'adaptent de plus en plus, a expliqué Jérémy Aguito, responsable production, et Fred Mananga, conseiller technique. Depuis notre inauguration le 10 juin, il y a eu beaucoup d'avancées en termes de production concernant les bus qu'on a. Nous avons en ce moment 12 bus dans la ligne de production et 4 qui sont déjà prêts. Nous assurons une maintenance de qualité. Nous avons la disponibilité des pièces. Tout est bien coordonné. Suprême Automobile, propriété de l'homme d'affaires indien Harish Jaktani, s'est spécialisé dans le montage de bus de marque Mercedes-Benz. Certains des modèles assemblés à Kinshasa sont les mêmes qu'utilise la société publique Transco. Elle est déjà connue pour son expertise dans le montage des carrosseries automobiles. L'usine, selon son évolution, va employer jusqu'à environ 500 travailleurs et produira une moyenne de 25 bus par mois dans sa phase de démarrage. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Ngobila Mbaka, a consacré la journée de dimanche dernier à la visite d'inspection des travaux des différents chantiers routiers lancés dans la capitale congolaise. Suivez ce reportage. Le chef de l'exécutif de Kinshasa a commencé sa tournée par l'avenue Kikwit, précisément sur le pont qui traverse la rivière Kalamu à la hauteur de l'avenue Luanza dans la commune de Makala. Là, Jean Ngobila a assisté aux travaux de la pose des poutres sur les ponts en construction. Selon l'ingénieur chef des chantiers, ces poutres jouent également le rôle de prédale. Ensuite, le gouverneur Jean Ngobila s'est rendu dans l'autre rive de l'avenue Kikwit pour s'imprégner de l'évolution des travaux de construction d'un autre pont jeté sur la rivière Loubefou, dont les travaux ont déjà pris fin. La route Salongo en pleine construction et le terrain de basket en construction, toujours à Lemba Salongo et dont l'inauguration interviendra dans 2 semaines, ont été également inspectés. Bâtisseur de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, le gouverneur Jean Ngobila Mbaka compte à son actif plusieurs réalisations dans les différents domaines de vie pour le bien-être social des Kinoises et des Kinois. Sur les volets des infrastructures routières, plusieurs routes secondaires sont construites en vue de réduire les embouteillages et faciliter la circulation à plus de 15 millions d'habitants que compte la capitale. La population riveraine des avenues Kikwit et Elengesa n'ont pas caché leur satisfaction. Merci. Bon, continuez le malam babisika obola musu esalemi nanu te koto pena ezala ba Argentini ezala ba numéro 1 na biso mboka koto oyo ayebi na 100%. L'avenue Kikwit dont l'inauguration est prévue dans 1 mois traverse 5 communes dont Lemba, Ngaba, Limete, Makala et Bumbu.
L'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, attire de plus en plus les artistes du pays. Après Werason, Kofi Olomide, Adolphe Dominguez, la Cléopâtre Mbiliabel et Jolie Moulouba ont adhéré officiellement au parti de professeur Modeste Bahati Lukwebo ce mardi. Suivez. La chanteuse Mbili Abel et Jolie Moulouba ont officiellement adhéré à l'Alliance des forces démocratiques du Congo du professeur Modeste Bahati Lukwebo. Au cours de la cérémonie d'adhésion, le secrétaire général Guy Richard Malongo du TGV a rappelé à l'Assemblée qu'à l'AFDC, tout le monde est au même pied d'égalité. Le professeur Placide Mutabunga, qui a présidé la cérémonie, a expliqué aux adhérents la vision et l'idéologie du parti avant de les donner les symboles, ainsi que les documents qui régissent le parti. Pour la Cléopâtre de la rumba congolaise, c'est une occasion de servir le pays autrement, après plus de 40 ans de carrière musicale. Vraiment, l'Apolé AFDC, pour la vision en haut, je remercie ma casse, l'autorité morale la plus, l'excellence Lukwebo. Donc, alors, ça fait 41 ans de carrière. S'il s'agit d'aider mon pays, que je m'implique dans la politique, pourquoi pas? Il y a un temps pour tout. Le pays a besoin de moi, et surtout pour les femmes. Pour sa part, le deuxième vice-président national, Placide Mutabunga, a laissé entendre que le parti du professeur Modeste Bahati continuera de mettre un accent particulier sur la culture. Mes impressions sont très bonnes. Je félicite beaucoup le chef de l'État pour avoir nommé un des artistes récemment. Et lorsque je vois que les artistes commencent à s'intéresser à la politique, ça ne peut qu'être très bonne chose. Et surtout lorsqu'ils choisissent notre parti, c'est que certainement ils apprécient les actions qui sont posées par notre autorité morale, son Excellence le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. La sénatrice Nefertiti Ngoudiaza Bayokissa, présidente du parti politique congolais acquis au progrès, CAP, a fait appel à la conscience des femmes lors d'une matinée politique organisée par la Ligue des femmes. C'était le week-end dernier au siège national. La Ligue des femmes du parti politique CAP, congolais acquis au progrès, a organisé une grande matinée politique animée par sa présidente Nefertiti Ngoudiaza dimanche au siège 6 limité 8e rue à Kinshasa pour éveiller la conscience de la femme afin que cette dernière ait une place et dans le monde politique. Accueillie sous une ambiance intense par les membres du parti, hommes et femmes présents venus nombreux à ces grands événements, la sénatrice a commencé ses mots par remercier tous ses membres. Par la suite, a présenté la vision du parti et l'explication des emblèmes. Elle a fait savoir l'importance de la femme en rappelant sa place dans la société sous le thème « Gagner avec les femmes, c'est gagner avec toute une nation ». Elle a rappelé également que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. C'était une réunion de réarmement moral pour enseigner à nos camarades femmes que leur voix ne doit pas seulement compter, mais qu'elles peuvent aussi être actrices dans la vie politique de notre pays. Gagner avec la femme, c'est gagner pour l'intérêt du peuple. Donc la femme qui vient s'adhérer à notre parti, c'est cette femme qui va avoir un accompagnement certain. À la même occasion, elle a procédé à la nomination des présidentes des ligues des femmes dans différents districts, la présentation de tous les candidats ainsi que le membre du bureau national, signalant par ailleurs que la présence du secrétaire général Maître Tati Makashi était remarquable. La sénatrice est candidate à la députation nationale et provinciale à la circonscription électorale des Luozi. Législative nationale de décembre 2023, l'Alliance Bloc 50 a entamé la série des dépôts des dossiers de ses candidats sur l'ensemble du territoire national. Des mandataires ont été déployés dans différentes provinces, dont les Kivu. C'est l'autorité morale du dit regroupement politique qui supervise ces opérations électorales. Julien Paluku est arrivé ce mardi à Beni pour également lancer les dépôts des candidats de son parti politique, les Burek, membres de l'AAB 50. L'étape de Beni intervient après celle de Goma pour la province d'Nord-Kivu, où l'autorité morale du bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo et du regroupement politique Alliance Bloc 50 séjourne depuis lundi. Julien Paluku a plutôt préféré un accueil timide à Beni en signe de compassion avec la population meurtrie de la région. J'ai choisi une arrivée qui n'est pas fracassante parce que je dois faire honneur à cette population qui souffre. Vous savez, il n'est pas toujours bon de venir ici comme dans une joie.
alors que l'ensemble de la population du territoire de Bénin de la ville est en tristesse. Je n'ai pas voulu que l'on voie des caravanes, des motos à gauche à droite à Béni. C'est comme pour me moquer de ceux qui souffrent à l'intérieur du territoire. Donc c'est un signe de solidarité que je n'ai pas voulu y arriver avec pompe. Sa mission étant essentiellement politique, le séjour du ministre de l'Industrie dans l'Est du pays se rapporte au processus électoral en cours avec le dépôt des dossiers des candidats de son regroupement politique AB50. Et nous, comme acteurs politiques, nous sommes à la tête des grands regroupements qui s'appellent Alliance Bloc 50, AB50 en Syrie, au sein duquel se trouve notre cher parti, le BIREC. Et donc ces regroupements-là s'alignent à notre utile pour conquérir le pouvoir en 2023 à différents niveaux, excepté celui du président de la République, parce que nous soutenons le président de la République, mais tous les autres pouvoirs sont à notre portée. Les 468 candidats que nous avons alignés sont en train de déposer leur candidature avec un objectif minimum de gagner au moins 25% des sièges de ce que nous avons déposés. Dans un bref échange avec les militants de son parti, Julien Paloukou a présenté les deux candidats du BUREC faisant partie de AB50 dans la circonscription électorale de la ville de Béni, avant d'échanger dans la soirée avec tous les candidats du BUREC dans la ville et le territoire de Béni. À quelques jours de la clôture des bureaux de réception et traitement des candidatures BRTC pour les législatives nationales de 2023, les partis et regroupements politiques se bousculent. C'est aussi le cas de l'action des volontaires patriotes AVRP du ministre Moïndo Zangui qui vient de déposer ses listes au bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Suivez. L'AVRP s'est choisi la journée de ce lundi 10 juillet pour déposer les dossiers de ses candidats au bureau de réception et de traitement des candidatures à la CENI Butembo en vue des législatives nationales de 2023. En tout cas, l'AVRP a déposé avec ces regroupements. Nous ne sommes pas là pour faire du folklore, nous sommes venus déposer nos candidatures. Journée ponctuée par une véritable démonstration des forces du parti du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, avec une très longue procession des militants qui accompagnaient leurs candidats du rond-point Ndiapanda au sud de la ville jusqu'au stade Kavaendi en passant par le centre-ville. Tout est quasiment paralysé. La ville tombe aux mains des volontaires. Une mobilisation sans égale à la taille de la stratégie politique du warrior Moïndo Zangui Butondo, preuve de la confiance et de l'acceptation de l'AVRP par les Congolais, se réjouit le député national Remi Mukweso. C'est un honneur, c'est pourquoi je rends hommage à cette population qui nous a vraiment soutenus, qui a montré l'amour et qui nous donne encore le courage de faire mieux. Parce que vous avez moi, Remi Mukweso, avec d'autres volontaires de la VRP, y compris le ministre Moïndo Zangui, nous voulons en fait venir impacter le changement. Après l'étape de la CENI, c'est un gigantesque meeting populaire animé au stade de Kavaendi. Ici, les députés Mumbere Mukweso Remi vante les mérites du président Félix-Antoine Tshisekedi, candidat de l'AVRP à la présidentielle de décembre, notamment sa volonté et sa détermination pour redonner à la RDC toutes ses valeurs et le prestige d'une nation. Un autre moment fort, c'était la présentation solennelle aux membres de l'AVRP d'un nouveau volontaire, le député provincial Saïdi Balikwisha, ainsi que d'autres candidats AVRP à Butembo, Béni et Lubero aux prochaines législatives, tant au niveau national que provincial. Les notables de l'espace Grand Équateur réitèrent leur soutien indéfectible au sénateur Riguen Bakonga et adhèrent à la vision du chef de l'État, celle d'améliorer les conditions de vie des populations. Dans une déclaration, ces notables vivant à Kinshasa dénoncent avec la dernière énergie ce qu'ils qualifient de l'humiliation infligée à leur digne fils Riguen Bakonga par le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa lors d'une cérémonie officielle à Limete, une attitude qui a poussé les ressortissants du Grand Équateur à se désolidariser de Gérard Moulumba, dit Gekoko. Nous avons suivi avec indignation l'incident malheureux que nous qualifions d'humiliation causé par Gérard Moulumba, alias Gekoko, actuel vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, lequel a fait subir à notre digne et respectueux fils, l'honorable sénateur Ilanga Bakonga Riguen, des dommages dans sa réputation. Réagissant à ces propos, nous lui disons ceci. Il doit savoir que, de par les fonctions qu'il occupe, son comportement devra être exemplaire. Lui rappelant de cesser avec son comportement cupide et récidiviste, de vouloir toujours s'accaparer des efforts des autres, car point n'est besoin de lui rappeler que
c'est bel et bien l'honorable sénateur Ilanga Bakonga qui était au four et au moulin auprès des autorités tant nationales que des OVD afin de mener des plaidoiries en faveur des populations de Kinshasa en général et de la commune de Limete en particulier. Nous apportons notre soutien indéfectible et inconditionnel à notre cher, digne et respectueux fils, l'honorable Ilanga Bakonga Rigen, et lui exhortons à ne point se décourager aux populations gala de l'espace Grand Équateur, habitant la commune de Limete, à cesser toute coopération avec M. Gérald Moulumba et de lui retirer toute leur confiance. En République démocratique du Congo, les jeunes passent beaucoup de leur temps dans les loisirs tels que la télévision, la musique, les sports et l'Internet, car la lecture n'est cependant pas l'activité préférée des jeunes. Réflexion de la rédaction. La jeune génération préfère largement les autres procédés d'apprentissage, plus faciles et requièrent certainement moins d'efforts. Les jeunes ne lisent plus, ce qui impacte leur niveau des langues avec un français malmené. Conséquence, les jeunes ne maîtrisent plus la conjugaison et les règles grammaticales. Les livres, qui est un outil indispensable dans le développement intellectuel de l'enfant, n'occupent plus sa place dans le temps. Avec le développement des technologies de l'information et de la communication, la lecture classique, comprise comme étant le fait de lire un texte imprimé, n'est plus à la mode chez les jeunes. Ces derniers pratique de plus en plus ce qu'on appelle la lecture numérique, c'est-à-dire lire directement sur l'écran d'ordinateur, des smartphones, des tablettes. Selon l'écrivaine Elisabeth Moueyatoland Betty, si les jeunes ne lisent pas parce qu'on leur en donne pas la possibilité, ils ne lisent pas parce que l'enseignement est devenu de mauvaise qualité, qui n'incite pas aux élèves à lire, et les professeurs non plus n'incitent pas et ne donnent pas l'envie de lire. Les jeunes ne lisent pas. Si nous disons que les jeunes ne lisent pas parce qu'on ne leur en donne pas la possibilité, si nous disons que les jeunes ne lisent pas, c'est parce que l'enseignement, n'est-ce pas, est devenu un enseignement de mauvaise qualité et ça n'incite pas, même les professeurs n'incitent pas les élèves à lire. Les livres illustrés est un bon moyen pour éveiller le goût de la lecture chez les enfants. Mieux, la lecture doit être un sujet de conversation à la maison. Pour certains jeunes, ils pensent que les parents, à leur tour, ne font pas leur travail d'éveil de la conscience des enfants et leur montrer le bien fondé de la lecture. La lecture apprend aux jeunes plusieurs choses. C'est à travers la lecture qu'on apprend vraiment des choses et puis la culture, ainsi de suite. Comme recommandation, au premier niveau de la famille, les parents sont les premiers responsables qui doivent amener les enfants à lire en faisant un horaire et déterminer les heures de lecture. Au deuxième niveau, les enseignants, les autorités ont aussi leur part des responsabilités dans cette crise de la lecture. Ils doivent implanter dans chaque commune une bibliothèque ou une librairie pour donner l'occasion aux jeunes de lire. Et enfin, au troisième niveau, la société civile doit accompagner la société à mieux vivre et pouvoir créer les espaces pour que les jeunes puissent s'y retrouver et échanger et puis lire. Le sommet de l'OTAN s'est ouvert ce mardi à Vilnius avant sa clôture prévue demain mercredi. Le Moscou dénonce les forts caractères antérieuse prononcés de ce sommet qui perçoit la Russie comme un ennemi, un adversaire dont les discussions abordées et qui en même temps garantit l'Ukraine à rejoindre l'alliance. Des explications avec Nathan Diamouité. Aussitôt ouvert ce mardi à Vilnius, le Kremlin a dénoncé un fort caractère anti-russe au cours du sommet de l'OTAN. D'après Moscou, il s'agit bien évidemment sans ambiguïté d'une réunion de l'Alliance des forces qui prononce fortement un caractère anti-russe. Dans leurs échanges, la Russie est considérée comme étant un ennemi ou encore un adversaire. Les discussions se déroulent exactement dans cette optique. Emmanuel Macron, qui a annoncé à son arrivée au sommet la livraison des missiles longue portés par la France à l'Ukraine. Une erreur qui va pousser la Russie à prendre des contre-mesures dans les conflits russo-ukrainiens, c'est ce qu'estime le Kremlin. La Russie a déjà mis en garde l'OTAN sur les conséquences très négatives pour la sécurité européenne d'une adhésion de l'Ukraine. Cette perspective avait même été utilisée comme justification par le président Poutine pour lancer son invasion. Entre-temps, le pays de Vladimir Poutine suivra et analysera attentivement l'agenda du sommet de l'OTAN pour prendre des décisions appropriées concernant sa sécurité. Et cette nouvelle qui vient de nous arriver il y a à peine quelques minutes, la Confédération africaine de football a annoncé une sanction contre la Fédération mauritanienne de football, un joueur qui ne devrait pas être aligné à figurer sur la feuille de match face à la République démocratique du Congo. Conséquence, les Léopards qui bénéficient des 3 points sont qualifiés avant même les chocs face au Soudan à Kinshasa.
Place au rappel des titres à présent. Le procureur général près la Cour constitutionnelle invite les sénateurs Augustin Matata Ponyo à comparaître dans son cabinet ce mercredi 12 juillet. L'ancien Premier ministre est poursuivi par la justice au sujet du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Arrestation et libération fantaisiste, le procureur général près la Cour de cassation annonce l'instauration de numéros verts pour dénoncer les cas de mauvais comportement de tout magistrat véreux. Ouverture ce mardi du sommet de l'OTAN à Villejuif. Déjà, Moscou dénonce le fort caractère anti-russe. Ainsi s'achève complètement ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.